James Baldwin. Si Beale Street pouvait parler. Comme nous l'apprendrons plus tard, Joseph et Frank se sont aussi retrouvés dans un bar. Et voici ce qui s'est passé entre eux. Joseph a un certain avantage sur Frank, mais il commence seulement à le comprendre ou plutôt à le deviner. En ce sens qu'il n'a pas de fils. Il a toujours souhaité avoir un fils. Ernestine en a souffert plus que moi, car, à ma naissance, il s'était résigné. S'il avait eu des fils, il serait peut-être en prison ou mort. Et tous les deux, assis face à face dans ce bar de Lenox Avenue, savent que c'est un miracle que les filles de Joseph ne fassent pas le trottoir. Tous les deux en savent plus long qu'ils ne le souhaiteraient, et bien plus qu'ils ne peuvent le dire, sur les désastres qui se sont abattus sur les femmes de Frank. Frank serre son verre entre ses mains et baisse les yeux. Il a un fils. Joseph boit sa bière et l'observe. Ce fils est aussi le sien maintenant, et Frank est donc son frère. Tous les deux sont des hommes mûrs, proches de la cinquantaine. Ni l'un ni l'autre ne le paraissent. Joseph a la peau beaucoup plus sombre que Frank, des yeux noirs enfoncés, aux paupières lourdes, un regard calme et sérieux, un front haut où bat une veine à gauche, un front si haut qu'il fait penser à une cathédrale. Ses lèvres ont toujours un léger retroussi. Seuls ceux qui l'aiment savent quand elles expriment le rire, l'amour ou la colère. La clé se trouve dans cette veine qui bat sur son front. Les lèvres changent très peu, les yeux tout le temps. Quand Joseph est heureux, quand Joseph rit, il se produit une chose absolument extraordinaire. Il a l'air alors, je le jure, malgré ses cheveux grisonnants, d'avoir 13 ans. Un jour, je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas connu quand il était un jeune homme. Et puis j'ai pensé, mais tu es sa fille, et j'ai eu un frisson. Wouhou! Frank a la peau claire, et il est plus mince. À mon avis, on ne peut pas dire de mon père qu'il est beau. De Frank, si. Je ne cherche pas à le rabaisser en disant ça, car son visage a payé dur cette beauté. Les gens vous font payer pour votre apparence, qui est aussi la façon dont vous vous voyez, ce que le temps inscrit sur un visage est le récit de cet affrontement. Frank a réussi tout juste à y survivre. Son front, ridé comme la paume d'une main, est indéchiffrable. Ses épais cheveux grisonnants forment de grosses boucles sur le sommet de son front. Ses lèvres, plus minces que celles de Joseph, sont serrées l'une contre l'autre, comme s'il voulait les faire disparaître. Il a des pommettes hautes et saillantes, et des yeux en amande, comme Fonny. Fonny a les yeux de son père. Joseph ne peut certainement pas remarquer ça aussi bien que sa fille, mais il contemple Frank en silence et le force à lever les yeux. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demande Frank. « La première chose à faire, répond Joseph d'un ton résolu, est d'arrêter de nous faire personnellement ou mutuellement des reproches. Si nous y arrivons pas, nous sortirons jamais ce garçon de prison, parce que alors c'est nous qui serons foutus. Et c'est pas le moment de perdre les pédales, bébé. Tu vois ce que je veux dire ? Mon vieux, demande Frank avec un petit sourire, qu'est-ce qu'on va faire pour le fric ? Tu n'en as jamais eu, dit Joseph. Frank le regarde sans répondre. Ses yeux seuls interrogent. Joseph répète, t'en as jamais eu ? Frank finalement dit, non. Alors pourquoi tu t'inquiètes maintenant ? Frank continue à le regarder. T'as réussi à les élever, non ? Tu les as nourris, non ? Si on commence maintenant à s'inquiéter pour le fric, on est foutu et on perd nos enfants. Cet homme blanc bébé, que ses couilles se dessèchent et que son cul pourrisse, il veut que tu te fasses du souci pour l'argent. C'est ça son idée. Mais si on est arrivé jusqu'ici sans argent, on peut aller plus loin. Moi, ça me tourmente pas le fric. Ils y ont pas droit de toute façon, ils nous l'ont volé. Y a personne qui ait essayé de tromper et de voler. Ben moi aussi je sais voler, et cambrioler. Comment tu crois que j'ai pu élever mes filles ? Merde. Mais Frank n'est pas Joseph. Il baisse les yeux sur son verre. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? Ça dépend de nous, dit Joseph avec énergie. C'est facile à dire, pas si nous sommes décidés. Suite un long silence que ni l'un ni l'autre n'ose rompre. Même le jukebox s'est tu. Je suppose, finit par dire Frank, que Fonny est l'être que j'aime le plus au monde. Et j'ai honte, mon vieux, parce que c'était un sacré petit bonhomme. Il avait peur de rien, sauf de sa mère peut-être. Il la comprenait pas. Frank s'arrête. Et je sais pas ce que j'aurais dû faire. Je suis pas une femme, et il y a des choses que seule une femme peut dire à un enfant. Je croyais aussi qu'elle l'aimait, comme j'ai cru qu'elle m'aimait au début. Frank boit sa bière et s'efforce de sourire. Je sais pas si j'ai jamais été un père pour lui, un vrai père. Et maintenant le voilà en prison, sans que ce soit sa faute, et je sais même pas comment je vais l'en sortir. On peut dire que j'ai des couilles. Lui il pense en tout cas, répond Joseph, il t'aime, il te respecte. N'oublie pas que je suis peut-être mieux placé que toi pour le savoir. Mais je vais te dire autre chose. Ton fils est le père du bébé de ma fille. Comment peux-tu rester là à baisser les bras comme si on pouvait rien faire ? Il y a un enfant en route, mon vieux. Tu veux que je te foute une dégelée ? Il a prononcé cette phrase avec une certaine dureté, mais au bout d'un moment, il sourit. « Je sais, dit-il, je sais. Mais je connais des combines et t'en connais aussi. Ce sont nos enfants qui sont en prison, et nous devons les sortir de là. » Joseph boit sa bière. « Alors finissons notre verre et allons-y, on a un sacré boulot à faire et le temps presse. » Frank vide son verre et se redresse. « T'as raison, mon pote. Allons-y. »
La date du jugement de Fonny change sans cesse, ce qui paradoxalement m'oblige à admettre que l'intérêt de Hayward pour cette affaire est sincère. Au début, je crois qu'il était plutôt tiède, il n'avait jamais eu ce genre de client, et c'est Ernestine, forte de son expérience, mais suivant surtout son instinct, qui l'avait embarqué de force dans cette affaire. Mais une fois dedans, il a senti l'odeur de la merde, et il a bien été obligé de continuer à remuer le bâton. Il a compris tout de suite, par exemple, que l'intérêt qu'il portait à son client, le fait même qu'il portait le moindre intérêt à cette affaire, le mettait en désaccord, en conflit avec les gardiens du temple. Il ne s'était pas attendu à ça, et en a été d'abord stupéfait, puis effrayé, puis irrité. Il s'est aperçu très vite qu'il se trouvait entre la carotte et le bâton. Il ne pouvait pas éviter le bâton, mais il lui fallait affirmer qu'il n'était pas question pour lui d'accepter la carotte. Il s'est alors retrouvé isolé, marqué au fer rouge, et comme cette situation aggravait le danger pour Fonny, sa responsabilité s'en est trouvée accrue. Pour ne rien arranger, il devait supporter ma méfiance, Ernestine le houspillant constamment, maman ne disait pas grand-chose, et aux yeux de Joseph, il n'était qu'un de ces petits messieurs blancs, nantis de diplôme. Même si, au début, je doutais de sa sincérité, je n'ai pas ce qu'on pourrait appeler un caractère méfiant. Et, à mesure que le temps s'écoulait et que nous essayions en vain de nous cacher mutuellement notre angoisse, nous en sommes venus à dépendre de plus en plus l'un de l'autre. Au cours de ces longues semaines, de ces mois, j'ai compris que pour Hayward, cette bataille devenait une affaire de plus en plus personnelle. Quoi de plus sordide, de plus banal que cette histoire de viol d'une pauvre portoricaine ignorante par un noir? Qu'avait-il là de si passionnant? Ses collègues le méprisaient et l'évitaient. Cette situation créait de nouveaux dangers, le moindre n'étant pas celui de s'apitoyer sur lui-même et de jouer les Don Quichotte. Mais Fonny offrait une présence trop réelle, et Hayward avait trop de fierté pour ça. Malheureusement, les rôles étaient complets aux assises. Il faudrait 1000 ans pour juger tous les gens qui s'entassent dans les prisons américaines. Mais les habitants de ce pays sont d'incurables optimistes et espèrent toujours trouver le temps. Et les juges compréhensifs ou simplement intelligents sont aussi rares que tempêtes de neige sous les tropiques. Il y avait aussi le sinistre pouvoir du procureur et son hostilité impitoyable. Hayward s'avançait donc sur une corde raide pour tenter de faire comparaître Fonny devant un juge qui écouterait vraiment. Pour cela, il lui fallait une bonne dose de charme, de patience, d'argent et des nerfs d'acier. Hayward a réussi à voir Daniel. On l'a passé à tabac. Hayward n'a pu obtenir son élargissement car on l'a inculpé d'usage de stupéfiants. Hayward ne peut obtenir le droit de visite que s'il devient son avocat. Il le lui a proposé mais Daniel hésite, il a peur. Hayward pense qu'on l'a aussi drogué et se demande s'il le citera comme témoin. Voilà où nous en sommes. Maman commence à élargir mes vêtements et, pour aller travailler, je porte des pantalons et des vestes. Mais je ne pourrai pas garder mon travail très longtemps, c'est clair. Il faut que je puisse aller voir Fonny le plus souvent possible. Joseph fait des heures supplémentaires, ainsi que Franck. Et Ernestine a dû réduire ses activités avec les enfants de son école, car elle a pris un poste de secrétaire particulière à mi-temps auprès d'une jeune actrice très riche et très excentrique, dont elle projette d'utiliser les relations. Froidement, systématiquement, Joseph vole sur les quais et Franck dans le quartier de la confection. Ils vont revendre leur butin dans Harlem ou à Brooklyn. Ils ne nous en parlent pas, mais nous le savons. Ils ne nous disent rien pour que nous ne puissions pas être accusés de complicité si les choses tournent mal. Nous ne devons pas forcer leur silence et nous n'essayons pas. Chacun des deux hommes irait volontiers en prison, ferait sauter la cervelle d'un flic ou la ville tout entière pour arracher leur progéniture à cet enfer démocratique. Il est temps pour Sharon de préparer son voyage à Porto Rico, et Hayward lui donne ses instructions. Elle n'habite pas exactement à Santurce, mais un peu en dehors, dans ce qu'on aurait pu jadis appeler un faubourg, mais qui maintenant est 100 fois pire que ce que nous appelons des taudis. À Porto Rico, on dit une favela, je crois. Je ne suis allé qu'une fois à Porto Rico aussi, je n'essaierai pas de vous décrire une favela, et à votre tour, vous n'essaierez pas non plus de le faire, j'en suis sûr. À la fois lointain et concentré, Hayward regarde Sharon, et lui tend une feuille dactylographiée. Voici l'adresse. Mais je pense que dès votre arrivée là-bas, vous comprendrez que le mot adresse n'a aucun sens. Ce serait plus honnête de dire voici le coin. Sharon, qui porte son béret beige informe, regarde le bout de papier. Elle n'a pas le téléphone, dit Hayward, et de toute façon, c'est la dernière chose dont vous aurez besoin. Autant lancer des fusées éclairantes. Mais ce n'est pas difficile à trouver, il suffit d'y aller à l'odeur. Il se dévisage. Et maintenant, reprend Hayward avec son petit sourire crispé, pour vous rendre les choses plus faciles, il faut que je vous dise que nous ne savons pas exactement sous quel nom elle vit. Son nom de jeune fille est Sanchez, mais c'est un peu comme Jones ou Smith. Son nom de femme est Rogers, mais il ne doit servir que pour son passeport. Le nom de celui que nous appellerons son concubin est... Il consulte un autre bout de papier, Pietro Tommasino. Il tend le papier à Sharon qu'il lit. Emportez ça avec vous, j'espère que ça vous aidera, elle n'a pas changé. La photo a été prise la semaine dernière. Sharon prend la photo qui n'est guère plus grande qu'une photo d'identité. Je ne l'ai jamais vue, je me penche par-dessus l'épaule de Sharon pour regarder. Elle est blonde,
Est-ce que les portoricaines sont blondes? Elle fixe l'appareil avec un sourire crispé, mais ses yeux noirs sont vivants. Les sourcils sont noirs également et ses épaules sont nues. Ça a été pris dans un cabaret, demande Sharon. Oui, répond Hayward. Il se regarde, puis... Elle travaille là? Non, c'est Pietro. Je continue à observer le visage de ma plus mortelle ennemie. Maman pose la photo à l'envers sur ses genoux. Et quel âge a ce Pietro? Environ 22 ans, dit Hayward. Et exactement comme dans le cantique, Dieu se leva en un tourbillon et l'esprit de tous fut bouleversé. Le silence tomba dans la pièce. Maman se penche en avant. 22 ans, dit-elle lentement. Oui, répond Hayward, je crains que ce détail ne nous fasse entrer dans une phase brûlante du jeu. Qu'attendez-vous de moi exactement, demanda Sharon. Que vous m'aidiez. Bon, dit Sharon au bout d'un moment. Elle ouvre son sac, sort son portefeuille, y range soigneusement les différents papiers, le replace au fond de son sac qu'elle referme d'un geste sec. Je partirai dans la journée de demain. Je vous appellerai ou je ferai téléphoner quelqu'un avant mon départ pour vous tenir au courant. Elle se lève, nous l'imitons, et nous nous dirigeons tous les trois vers la porte. « Est-ce que vous avez une photo de Fonny ?» demande Hayward. « Moi, j'en ai une, dis-je. » Je sors mon portefeuille de mon sac. En fait, j'en ai deux. L'une où nous sommes tous les deux appuyés contre la grille de Bank Street. Sa chemise est ouverte jusqu'au nombril et il a un bras passé autour de moi et nous rions. Sur l'autre, il est seul, assis dans la maison, près du tourne-disque, l'air sérieux et paisible. C'est ma photo préférée de lui. Maman prend les photos et les passe à Hayward qui les examine, puis il les lui rend. « Ce sont les seuls que tu as ?» me demande-t-elle. « Oui. » Elle me rend la photo où Fonny est seule. Elle glisse l'autre dans son portefeuille qui rejoint à nouveau les profondeurs de son sac. « Celle-ci devrait aller, dit-elle. Après tout, c'est ma fille, et elle n'a pas été violée. » Elle serre la main de Hayward. « Souhaitez-moi bonne chance, mon garçon. Espérons que la vieille dame ne reviendra pas bredouille. » Elle se tourne vers la porte, mais Hayward l'arrête. « Votre voyage à Porto Rico me fait sentir mieux que je ne l'ai été depuis des semaines. Mais il faut aussi que je vous dise que le procureur reste en contact avec la famille Hunt, c'est-à-dire la mère et les sœurs, et leur position semble être que Fonny a toujours été un bon arien incorrigible. » Hayward s'interrompt et nous regarde. Or, si l'accusation peut obtenir que 3 femmes noires respectables témoignent que leur fils et frère a toujours été un individu dangereusement associable, ce sera un coup très dur pour nous. Il s'arrête à nouveau et se tourne vers la fenêtre. En fait, et Galileo Santini n'est pas idiot, ce serait beaucoup plus efficace qu'il ne les fasse pas citer comme témoins de moralité. Ainsi, la défense ne pourrait pas les interroger. Il lui suffira simplement de montrer au jury ces femmes dignes et pieuses, écrasées de douleur et de honte. Quant au père, on le réduira à un bon à rien, un ivrogne, un triste exemple pour son fils, surtout qu'il a publiquement menacé de descendre Santini. Il se détourne de la fenêtre pour nous regarder. Je vous citerai probablement comme témoin de moralité, Sharon, ainsi que M. Rivers. Mais vous voyez ce que nous avons en face de nous. Sharon dit « Il vaut mieux savoir qu'être dans le noir. » Hayward pose sa main avec gentillesse sur l'épaule de Sharon. Alors essayez de ne pas rentrer bredouille. Je pense, et moi, je m'occuperai des sœurs et de la mère. Mais je ne dis rien, juste « Merci Hayward, au revoir. » Sharon dit « Ok, c'est compris, au revoir. » Et nous sortons du bureau. Je me rappelle la nuit où le bébé a été conçu, parce que c'est celle qui a suivi le jour où nous avons enfin trouvé notre grenier. Ce type, il s'appelait Lévy, était vraiment prêt à nous le louer, c'était pas un salaud. C'était un gars du Bronx, au teint olivâtre, aux cheveux bouclés, au visage rieur, il devait avoir 33 ans, avec des yeux noirs étincelants, et on lui plaisait. Il aimait les gens qui s'aimaient. Le grenier se trouvait derrière Canal Street, il était vaste et en bon état. Il avait 2 grandes fenêtres sur la rue, et 2 autres qui ouvraient derrière sur un toit en terrasse bordé d'une main courante. Fonny aurait de la place pour travailler, et avec toutes les fenêtres ouvertes, on ne mourrait pas de chaleur en été. Nous étions surtout emballés par le toit, parce qu'on pourrait y manger, y prendre un verre, ou simplement rester assis le soir l'un contre l'autre. « Merde, a dit Lévy, vous sortez des couvertures et vous dormez là. » Il a souri à Fonny, et vous ferez des bébés. C'est comme ça que je suis né. Ce qui m'avait le plus frappé, c'était l'absence de gêne entre nous. Nous rions tous les 3 comme de vieux amis. « Vous devriez faire quelques beaux bébés, a dit Lévy, et croyez-moi, les enfants, le monde en a sacrément besoin. » Et il ne nous a demandé qu'1 mois de loyer comme garantie. Et la semaine suivante, je suis allé lui porter l'argent. Par la suite, quand Fonny a été arrêté, Lévy a fait une chose étrange et très belle, je trouve. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il me rendrait l'argent quand je voudrais. Mais a-t-il ajouté, il ne louerait le grenier à personne d'autre. Je pourrais pas. Les salauds. Ce grenier restera vide jusqu'à ce que votre homme sorte de prison. Et c'est pas simplement des paroles en l'air, mon chou. Il m'a donné son numéro de téléphone et m'a demandé de le tenir au courant et de lui dire s'il pouvait faire quelque chose. Je veux que vous ayez vos bébés, tous les 2. Je suis comme ça.
Ce jour-là, il nous a montré le système multiple de clés et de serrures. Notre grenier se trouvait tout en haut, au 4e ou au 5e étage. Les escaliers étaient raides. Il y avait un jeu de clés pour la porte du grenier lui-même avec des doubles serrures. Puis se trouvait la porte en haut des escaliers qui nous isolait du reste du bâtiment. Mon vieux a demandé Fonny, qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie? Oh, j'avais oublié, a dit Lévi. Et il a déverrouillé les portes à nouveau et nous a ramenés dans le grenier. Il nous a conduits jusqu'au toit. Sur la droite, la main courante tournait et bordait une étroite coursive qui aboutissait à un escalier en fer conduisant en bas dans une cour. Une fois dans la cour, qui semblait enclose de toutes parts par de hauts murs, le problème se poserait à nouveau, mais au moins on ne serait pas obligé de sauter du bâtiment en flammes. Il ne resterait plus qu'à espérer que les murs ne s'écrasent pas sur nous. Bon, a dit Fonny en me ramenant sur le toit, ça me va. Nous avons recommencé la cérémonie des clés et des serrures, et nous sommes sortis dans la rue. Ne vous inquiétez pas des voisins, a dit Lévi, après 5 heures du soir, vous n'en aurez plus. Entre vous et la rue, il n'y aura plus que des ateliers vides. En bas, il nous a montré comment fermer et ouvrir la porte de la rue. Pigé, a-t-il demandé à Fonny. Pigé, a dit Fonny. Venez, je vous paye un milkshake. Nous avons bu nos milkshakes au bar du coin, puis Lévi nous a serré la main et nous a quittés en disant qu'il fallait rentrer chez lui pour retrouver sa femme et ses gosses. 2 garçons, l'un de 2 ans et l'autre de 3 ans et demi. Mais avant de partir, il a dit, écoutez, je vous ai dit de ne pas vous inquiéter pour les voisins, mais faites attention aux flics, ils sont féroces. L'une des choses les plus terribles et les plus mystérieuses de la vie est qu'on entend un avertissement qu'après, quand c'est trop tard. Lévi nous a quittés et, main dans la main, nous avons remonté les rues larges et animées vers le village et notre chambre. Nous étions très gais, nous rions et bavardions tout en marchant. Nous avons traversé Houston Street et pris la 6e avenue, l'avenue des Amériques, avec tous ces drapeaux ridicules un peu partout. Nous avons tourné à gauche dans Bleecker Street, car je voulais m'arrêter à un des marchés de cette rue pour acheter des tomates. Fonny me tenait par la taille. Nous sommes arrivés devant un marchand de légumes et j'ai commencé à regarder l'étalage. Fonny déteste faire les courses. Il m'a dit « Attends-moi 1 minute, je vais acheter des cigarettes » et il a tourné au coin de la rue. J'ai commencé à choisir des tomates, je chantonnais, je m'en souviens. Puis j'ai cherché une balance pour les poser et un employé pour les peser et me dire le prix. Fonny a raison quand il dit que je ne suis pas très futé. Lorsque j'ai senti cette main sur mes fesses, j'ai cru que c'était lui. Puis je me suis rendu compte que jamais Fonny ne me toucherait ainsi en public. Je me suis tourné, mes tomates dans les mains, et je me suis trouvé en face d'un petit gringalet italien tout luisant de brillantine. Alors, on aime les tomates? Moi aussi, j'aime les petites tomates bien rondes. Et il a passé sa langue sur ses lèvres et a souri. 2 choses me sont venues à l'esprit en même temps, non, 3. La rue était pleine de monde, Fonny allait revenir d'une seconde à l'autre, j'avais envie d'écraser mes tomates sur le visage du garçon. Mais personne ne nous avait remarqué, et je ne voulais pas que Fonny commence une bagarre. Un flic blanc remontait lentement la rue. Je me suis aperçu que j'étais la seule noire parmi des blancs. Alors je me suis retourné, et je suis entré dans la boutique, mes tomates à la main. J'ai trouvé une balance, je les ai posées dessus, et j'ai cherché quelqu'un pour les peser afin de pouvoir payer et quitter le magasin avant le retour de Fonny. Le flic était maintenant à la hauteur du magasin, de l'autre côté de la rue. Le garçon m'avait suivi à l'intérieur. « Hé, petite tomate, j'aime bien les tomates, tu sais ?» Maintenant les gens nous regardaient. Je ne savais pas quoi faire. Il me fallait absolument partir avant le retour de Fonny. J'ai essayé de passer, mais le garçon m'en a empêché. J'ai cherché des yeux quelqu'un pour me venir en aide. Les gens nous dévisageaient, mais personne ne bougeait. En désespoir de cause, j'ai décidé d'appeler le flic. Mais quand j'ai voulu passer, le garçon a saisi mon bras. Ce n'était probablement qu'un pauvre drogué paumé, mais quand il a pris mon bras, je l'ai giflé et lui ai craché au visage. C'est alors que Fonny est entré. Fonny a saisi le garçon par les cheveux, l'a renversé, puis il l'a relevé, lui a donné des coups de pied dans le ventre et l'a traîné sur le trottoir où il a continué à le frapper. Je hurlais et je m'accrochais à Fonny de toutes mes forces, car je voyais le flic qui traversait la rue en courant. Le garçon était étendu dans le caniveau, il saignait et vomissait. J'étais sûr que le flic voulait tuer Fonny, mais il ne pourrait pas le faire si je plaçais mon corps entre lui et Fonny. Alors, de toute ma force, de tout mon amour, avec la certitude que Fonny n'allait pas me jeter à terre, moi, j'ai appuyé ma nuque contre la poitrine de Fonny et j'ai tenu ses 2 poings dans mes mains. J'ai regardé le flic dans les yeux et j'ai dit « Cet homme-là m'a attaqué, dans le magasin, à l'instant. Tout le monde l'a vu. » Personne n'a dit un mot. Le flic a regardé les gens, puis il s'est retourné vers moi. Puis il a regardé Fonny. Je ne pouvais pas voir le visage de Fonny, mais je voyais celui du flic. Il ne fallait absolument pas que je bouge ou que je laisse Fonny bouger. « Et où étais-tu » lui a demandé le flic d'une voix ironique pendant que se déroulait l'incident. Ses yeux m'ont dévisagé comme ceux du garçon tout à l'heure. « Entre ce garçon et ton ami. » Il était dans l'autre rue, j'ai dit. Il achetait des cigarettes. Je ne voulais pas que Fonny ouvre la bouche. « C'est vrai ça, mon garçon ?» J'ai dit. « Il n'est pas un garçon, monsieur l'agent. » Le flic m'a regardé. Il m'a vraiment vu pour la première fois et il a aussi vu Fonny pour la première fois. Pendant ce temps, des gens avaient remis le garçon sur ses pieds. « Tu habites par ici ?» a demandé le flic à Fonny. J'avais toujours ma tête contre sa poitrine, mais il avait dégagé ses mains.
Oui, a répondu Fonny dans Bank Street, et il lui a donné son adresse. Je savais que d'une seconde à l'autre, Fonny allait m'écarter. Nous allons t'emmener au poste, mon garçon, a dit le flic, pour coups et blessures. Je me demande ce qui se serait passé si la propriétaire italienne de la boutique n'était pas intervenue. Elle a dit, pas question. Je connais ces jeunes gens, ils viennent souvent faire des achats. Ce que la jeune dame vous a dit est vrai. Je les ai vus arriver tout à l'heure. Je l'ai vu choisir ses tomates pendant que son ami s'éloignait en disant qu'il revenait tout de suite. J'ai été occupé, je n'ai pas pu la servir. Ces tomates sont encore sur la balance. Et ce petit salopard de bon à rien l'a vraiment attaqué. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Que feriez-vous, vous, si un homme attaquait votre femme, si vous en avez une? La foule a ricané et le flic a rougi. J'ai vu exactement ce qui s'est passé. J'ai été témoin et je suis prêt à déposer sous serment. Le flic et elle se sont dévisagés. Drôle de façon de faire marcher un commerce, a dit le flic. C'est pas vous qui allez m'apprendre à faire marcher mon commerce, elle a répliqué. J'ai été installé dans cette rue avant que vous y veniez, et j'y serai encore quand vous en partirez. Elle a désigné le garçon, maintenant assis sur le bord du trottoir, entouré de quelques amis. Emmenez ce pauvre type où vous voulez, à Bellevue ou à Rikers Island, ou jetez-le dans la rivière, il n'est utile à personne. Mais n'essayez pas de me faire peur à moi, basta. Pour la première fois, je remarque que Belle a les yeux bleus, et que ce qui dépasse de ses cheveux sous la casquette est roux. Il nous regarde, Fonny et moi, et passe sa langue sur ses lèvres. La marchande rentre dans sa boutique, prend mes tomates sur la balance et les met dans un sac. Belle fixe Fonny. On se retrouvera un de ces jours. Peut-être, dit Fonny, et peut-être pas. Pas si eux ou moi vous voyons les premiers, dit la marchande en revenant dans la rue. Elle me tourne vers elle et me met le sac de tomates dans les mains. Elle se tient entre Belle et moi. Votre ami est un homme bien. Emmenez-le chez vous, loin de ces cochons pourris. Je la regarde, elle touche mon visage. Ça fait longtemps que je suis en Amérique, dit-elle, et j'espère ne pas mourir ici. Elle rentre dans sa boutique, Fonny prend le sac de tomates et le coince dans le creux de son bras. Il passe l'autre autour du mien, nos doigts s'enlacent, nous nous éloignons lentement vers notre chambre. Tiche, a dit Fonny d'une voix très calme, trop calme. Je devine ce qu'il va dire. Oui, n'essaie jamais plus de me protéger, ne refais jamais ça. Je sais que ce n'est pas la chose à dire, mais tu essayais de me protéger. Il reprend toujours avec le même calme effrayant. Ce n'est pas la même chose, Tiche. Brusquement, il prend le sac de tomates et les jette de toutes ses forces contre le mur. Dieu merci, le mur est nu. Dieu merci, il commence à faire nuit. Dieu merci, les tomates, ça s'écrase sans bruit. Je comprends ce qu'il veut dire. Je sais qu'il a raison. Je sais que je ne dois pas répondre. Dieu merci, il n'a pas lâché ma main. Je baisse les yeux vers le trottoir que je ne distingue pas. J'espère que Fonny ne verra pas mes larmes. Mais il les voit. Il s'arrête, me tourne vers lui et m'embrasse. Il s'écarte de moi, me regarde et recommence à m'embrasser. Ne crois pas que je ne sais pas que tu m'aimes. Tu penses qu'on s'en sortira? Je me calme. Il y a des larmes sur son visage, les siennes ou les miennes, je ne sais pas. Je l'embrasse là où les larmes coulent. Je veux parler, mais il pose un doigt sur mes lèvres. Il a son petit sourire. Chut, ne dis rien. Je t'emmène dîner au restaurant espagnol, tu te souviens? Seulement aujourd'hui, ils nous feront crédit. Il sourit, je souris, et nous reprenons notre marche. Nous n'avons pas d'argent, dit Fonny à Pedrocito quand nous entrons, mais nous avons très faim. J'aurai de l'argent dans quelques jours. Dans quelques jours, répète Pedrocito d'une voix furieuse. C'est ce qu'ils disent tous. Et en plus, il se frappe le front de l'index d'un geste incrédule. Je suppose que vous aimeriez manger assis. Eh bien oui, dit Fonny, rayonnant. Si vous pouviez arranger ça, ce serait parfait. À une table, sans doute. Il contemple Fonny comme s'il ne pouvait pas en croire ses yeux. Eh bien, j'aimerais... une table, oui. Ah. Il s'interrompt. Bonsoir, señorita. Pedrocito maintenant est tout sourire pour moi. C'est pour elle que je le fais, vous savez, il informe Fonny. Il est clair que vous ne la nourrissez pas assez. Il nous conduit à une table et nous installe. Et maintenant, vous désireriez probablement 2 margaritas, grogne-t-il. Vous avez encore deviné, dit Fonny. Pedrocito et lui éclatent de rire et Pedrocito disparaît dans la cuisine. Fonny prend ma main. Bonjour, dit-il. Je dis bonjour. Je ne veux pas que tu sois triste à cause de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu es une chic fille, très courageuse, et je sais que sans toi, ma cervelle s'étalerait peut-être sur le trottoir à cette heure-ci. Il s'arrête et allume une cigarette. Je l'observe. Je ne voulais pas dire que ce que tu avais fait était mal. C'était la seule chose que tu pouvais faire, je suppose. Mais il faut que tu comprennes où je veux en venir. Il reprend ma main. Nous vivons dans un pays de porcs et d'assassins. Je suis paniqué chaque fois que je te perds de vue. Et peut-être que c'était ma faute tout à l'heure parce que je n'aurais jamais dû te laisser seul dans ce magasin. Mais j'étais tellement heureux, tu comprends, à cause du grenier. Je ne pensais pas que... Fonny, je suis déjà allé 100 fois dans cette boutique et il ne s'est jamais rien passé. Je dois me débrouiller toute seule. Tu ne peux pas toujours m'accompagner et ce n'était pas ta faute. C'était seulement un drogué paumé. Un Américain blanc paumé, dit Fonny. D'accord, mais ce n'est pas ta faute. Il me sourit. Ils nous tiennent, baby. C'est dur, mais je veux que tu comprennes qu'ils peuvent nous séparer en me mettant dans une merde de ce genre.
ou qu'ils peuvent essayer de nous diviser en t'amenant à me protéger. Tu vois ce que je veux dire? Oui, dis-je finalement, je vois ce que tu veux dire, et je sais que c'est vrai. Pedro Cito revient avec nos margaritas. Nous avons une spécialité ce soir, annonce-t-il, très très espagnole. Nous l'essayons sur tous nos clients qui pensent que Franco est un grand homme. Il regarde Fonny d'un air perplexe. Vous ne répondez pas tout à fait à cette définition, je suppose. Alors pour vous, je ne mettrai pas d'arsenic. Sans l'arsenic, c'est un peu moins fort, mais ça reste très bon. Je crois que vous l'aimerez. Vous me faites confiance. De toute façon, ce serait idiot de ma part de vous empoisonner avant que vous ayez réglé votre énorme addition. Nous ferions faillite. Il se tourne vers moi. Vous me faites confiance, señorita? Je vous assure que nous la préparerons avec amour. Attention à ce que tu dis, mon pote, dit Fonny. Oh, votre esprit est comme un égout. Vous ne méritez pas une fille aussi belle. Et il repart. Ce flic, dit Fonny, ce flic. Quoi, ce flic? Mais soudain, sans savoir pourquoi, je me sens devenir aussi lourde et froide qu'une pierre. J'ai peur. Il va essayer de me coincer. Comment? Tu n'as rien fait, la dame italienne l'a dit, elle est prête à témoigner. C'est pour ça qu'il va essayer de me coincer. Les hommes blancs n'aiment pas du tout qu'une dame blanche leur dise « Vous êtes un tas de merde, le type noir avait raison et je vous emmerde ». Il sourit, parce que c'est ça qu'elle lui a dit, devant tout le monde. Et il n'a rien pu faire, alors il risque pas d'oublier. D'accord, mais nous allons bientôt déménager dans notre grenier. C'est vrai. Il sourit de nouveau. Pedro Cito arrive avec nos spécialités. Quand deux personnes s'aiment, quand elles s'aiment vraiment, tout ce qui se passe entre elles prend une dimension sacramentelle. Elles peuvent parfois être séparées. Je ne connaissais pas de tourment plus grand, de vide plus assourdissant, quand votre amant est parti. Mais ce soir-là, avec notre union si mystérieusement menacée, avec la conscience aiguë que nous en avions, bien qu'ayant chacun un point de vue différent, nous nous sentions profondément ensemble, plus que nous ne l'avions jamais été. Prenez soin l'un de l'autre, avait dit Joseph. Vous allez découvrir que c'est plus qu'une formule. Après le dîner et le café, Pedro Cito nous a offert un cognac, puis nous a laissés dans le restaurant maintenant presque vide. Nous sommes restés là à siroter notre cognac, échangeant quelques paroles, nos mains jointes, bien ensemble. Nous avons fini notre cognac et Fonny a dit « Nous partons ?» Oui, j'avais envie d'être seul avec lui dans ses bras. Il a signé l'addition, la dernière qu'il devait recevoir ici. Ils ne m'ont jamais permis de la régler. Elle s'était égarée, paraît-il. Nous avons dit bonsoir et nous sommes rentrés chez nous enlacés. Il y avait une voiture de police de l'autre côté de la rue, à la hauteur de la maison. Quand Fonny a ouvert la porte, elle est partie. Fonny a souri sans rien dire. Je n'ai rien dit non plus. Le bébé fut conçu cette nuit-là, je le sais. Je le sais à cause de la façon dont Fonny me toucha, me tint dans ses bras, me pénétra. Je n'avais jamais été aussi ouverte. Quand il voulut se retirer, je le retins. Je m'accrochais à lui de toutes mes forces en pleurant et en gémissant. Je suivais ses mouvements et je sentis la vie, sa vie, m'inonder, se loger en moi. Après, nous restâmes immobiles. Nous ne pouvions pas bouger. Nous étions si étroitement serrés que nous ne formions plus qu'un seul corps. Fonny me caressa, prononça mon nom et s'endormit. J'étais fier. J'avais franchi le pas. Maintenant, nous n'étions plus qu'un.